Le sacré, il appartient évidemment au domaine du religieux, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'au moment où le tarot est redécouvert par les occultistes, les ésotéristes, les francs-maçons, etc., juste avant la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, on est dans une époque où la religion catholique, qui est la religion dominante en France, puisque c'est en France que tout ça se passe, a complètement éradiqué toute sa dimension mystique. Madame Guyon a été la dernière grande mystique embastillée, l'Inquisition est passée par là, les béguines ont été brûlées depuis longtemps, etc. Donc le XIXe siècle ne croit plus du tout dans le fait que la religion puisse être détentrice du sacré. La religion est devenue politique au XIXe siècle. Enfin, je ne crois pas que je dise quoi que ce soit de choquant ou de nouveau en disant ça. Donc il va y avoir cette soif d'être en contact avec ce qui nous a précédé et ce qui nous survivra, cette soif d'être en contact avec quelque chose de plus que cette vie terriblement éphémère qu'est la nôtre, ce clin d'œil à la face de l'éternité, va se manifester par tout un tas de mouvements sur lesquels je vais pas revenir, enfin les Ouija boards, l'invocation des esprits, etc. au XIXe siècle. Et puis le surréalisme passe par là, et au XXe siècle, on pourrait dire que c'est un petit peu la psychologie des profondeurs et la poésie qui s'approprie tous ces mouvements du XIXe. Et là où on en est aujourd'hui, il y a un certain renouveau spirituel qui n'est pas encore très affirmé, surtout en France, mais ce sont les scientifiques, en réalité, qui nous reconnectent avec le sacré. Les médecins, certains physiciens, certains mathématiciens, qui viennent témoigner en fait de l'effarant mystère du monde, de son infinie beauté, qui mettent des électrodes sur le cerveau de Mathieu Ricard pour savoir ce qui se passe pendant qu'un moine bouddhiste médite. Donc, quand je parle du sacré, je parle de ce qui nous travaille quand on ne peut plus se limiter, on ne peut plus se contenter du monde de l'avoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, ou qu'on a épuisé l'ambition d'avoir, soit parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir, soit parce qu'on a tout ce qu'on avait demandé et qu'on s'aperçoit qu'on n'en est pas plus heureux pour autant, se pose la question de l'être. Comment être ? Qui suis-je, comme demandait le Ramana Maharshi ? Est-ce que j'ose prononcer « je suis », comme on dit dans l'école de M. Gurdjieff ? Qu'est-ce qui est avant moi, qu'est-ce qui est après moi, et qu'est-ce qui, en moi, dans cette existence éphémère, participe de l'être, de ce même être. Le tarot nous renvoie, enfin en tout cas de la façon dont moi je l'envisage, le tarot avec ses arcanes mineures qui sont les 4 couleurs du jeu, nous renvoie aux 4 langages principaux qui sont à notre disposition, que connaît le yoga, que connaissent les écoles spirituelles de connaissance, c'est-à-dire le langage du corps, du vivre, on pourrait dire, des besoins, de l'espace, du temps, de l'argent s'il faut, puisqu'on a besoin d'argent pour vivre, le langage de ce qu'on appelle le ki ou le chi ou le centre de gravité, mais qui est aussi le centre de digestion, d'excrétion, et le centre où sont nichés nos organes de reproduction et de plaisir. Donc ça, ce serait les bâtons. Les deniers pour les besoins, les bâtons pour ce centre moteur et reproducteur. La coupe, évidemment, métaphore classique du cœur. Et puis les épées qui sont la métaphore classique du verbe, de la compréhension, de notre faculté de symboliser et de notre faculté de communiquer. Donc déjà, une des premières choses qui se passe dans les écoles de connaissances, c'est qu'on va appliquer des outils pour répondre à la fameuse injonction du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Donc ça, c'est le boulot des arcanes mineurs. Ce qu'on appelle les arcanes mineures, c'est-à-dire des cartes communes. Dans ces cartes communes, on a 4 figures qui vont décrire très précisément et les degrés de l'initiation et les étapes de la vie de famille. Le valet, qui est le débutant, le roi et la reine, qui sont le féminin et le masculin, concave et convexe, qui règnent sur le réel. Et puis le cavalier, que le jeu de tarot à la table considère comme le frère aîné du valet, puisqu'il est le deuxième dans l'ordre du décompte des points, mais qui en fait, si on se rattache à la tradition du tarot, et donc à toute la tradition des romans de chevalerie, et à la figure extrêmement initiatique qu'est le chevalier dans l'Europe médiévale, le chevalier, c'est la figure de la pérégrination vers le centre, trouver la source, quitter le royaume, errer, traverser des épreuves, accepter de chevaucher blessé, accepter de chevaucher avec le cœur brisé, mais en héros, pour se rapprocher de la source.
Et quand on arrive aux arcanes majeures, on a une première figure qui est le mat, le folle, le fou. Mat, c'est matto en italien, c'est le dialecte piémontais pour dire le fou, mais c'est aussi le mot qui signifie mort en arabe et en hébreu. C'est aussi le mât du navire. Et c'est un paysage qui est à la fois un bouffon de cour. Alors je ne reviendrai pas sur la dimension sacrée du bouffon que les travaux théâtraux de Jacques Lecoq nous ont fait redécouvrir au XXe siècle. Celui qui incarne la dérision, qui va reconnecter avec toutes les traditions de la voie du blâme dans les spiritualités, les malamati dans le soufisme, les mendiants errants dans l'Inde. Donc celui qui erre en se moquant de tout, en n'appartenant plus au monde. Mais c'est aussi Saint Roch, le guérisseur de la peste, qui a fusionné avec la figure du mat dans les tarots à partir de la fin du XVIIe siècle. Et puis c'est aussi le pèlerin de Compostelle. Celui qui voyage avec un animal derrière lui, un renard, un chat, un chien, selon la date où les tarots ont été créés. Et c'est celui qui n'a pas de numéro, pas de définition. C'est celui qui n'est pas soumis au nombre. Là, le tarot nous donne... Alors, il y a le cartouche dans lequel le numéro devrait exister, mais il n'y a pas de nombre. Alors, il est évidemment devenu le joker dans les jeux de cartes, l'excuse, le comodine dans les jeux espagnols, mais il faudrait se demander qu'est-ce qui, en nous, n'est pas soumis au nombre? Qu'est-ce qui est indépendant de combien je suis, quel âge j'ai, combien d'années il me reste à vivre, combien d'années j'ai déjà vécu, combien d'argent j'ai à la banque? C'est ça, le mat. Alors oui, bien sûr, c'est le joker, c'est celui qui se moque de tout. Mais il se moque de tout parce que le monde a renoncé à lui. Et si le monde a renoncé à lui, la mort a renoncé à lui. Donc c'est celui qui a déjà découvert, c'est ce qui en nous a déjà découvert l'éternité, mais qui s'est rhabillé. Donc il faut de nouveau le découvrir pour arriver à la première carte nue, vraiment nue, qui va être l'étoile et qui, comme par hasard, pourrait être le lieu d'aboutissement du pèlerinage, une des étymologies fantaisistes de Compostelle, le chant de l'étoile, Campus Stellae. Il faut se souvenir d'une chose très simple, c'est que le tarot est un jeu. Quand j'étais élève à l'école de théâtre de Jacques Lecoq nous répétait « jouer c'est un jeu ». Jouer au théâtre, il voulait dire. Donc, quelque chose, une discipline, un objet qui porte dans son être la mémoire d'être un jeu, et c'est pour ça qu'à mon avis le tarot de Marseille est infiniment supérieur à tous les oracles fabriqués pour lire l'avenir ou pour, je sais pas quoi, parler de la philosophie de l'être humain. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour un grand maître spirituel du XXe siècle qui était Osho, le tarot de Marseille avec lequel des générations de joueurs se sont battus autour de la table est infiniment supérieur au tarot de Osho. Parce que cette dimension ludique, elle nous reconnecte avec quelque chose de fondamental chez l'être humain qui est l'interruption de la pensée accumulative, comparative, de la pensée qui rabâche, de la pensée qui tourne en boucle, et elle nous remet dans l'espace où nous sommes, une fois encore, des collaborateurs de la vie, des poissons dans le flot, ou des sirènes dans le flot. Alors on pourrait dire d'un point de vue neurologique que comme chaque carte de tarot représente à la fois une image, un chiffre et un mot, elle a une vertu qui est similaire à celle qu'on observe chez les méditants en profonde méditation, c'est qu'elle va allumer plusieurs zones cérébrales en même temps. Après, l'autre chose, c'est avec quelle motivation on s'approche du tarot. Si on s'approche du tarot avec l'idée qu'il nous lise l'avenir, là c'est terminé. On rentre dans le roman photo, le roman feuilleton, le film d'horreur. Est-ce que cet homme est bon pour moi? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je vais survivre ou mourir? Et avec quelqu'un qui va nous donner une réponse. Ça n'a absolument aucun intérêt en fait. C'est vraiment une espèce de danse névrotique où quelqu'un prend le pouvoir sur notre vie. Mais si on s'approche du tarot en disant « Ok, je vais questionner quelque chose que je ne peux même pas nommer, le hasard, un jeu, la beauté des cartes, l'instant présent. Je vais questionner ce que j'appelle l'oracle. Oracle, ça vient de os, oris, la bouche. Je vais questionner quelque chose que je décrète comme étant la bouche d'une réalité qui en sait plus que moi. Et je vais lui poser une question qui me tient à cœur. Et après, je vais voir comment je peux comprendre une réponse qui va m'être donnée sous une forme qui est évidemment cryptée, qui est comme une sorte de rébus ou comme une sorte de
de représentation théâtrale, parce que les cartes de tarot, on peut les imaginer en train de se mettre en mouvement et de nous jouer une petite scénette. Donc à partir de ce moment-là, déjà on définit une règle du jeu. C'est-à-dire qu'on est en train de se proposer à nous-mêmes de jouer à faire comme si. Ce qui est ce qu'on faisait quand on était enfant, comme le petit chat joue avec une balle ou un caillou, une pelote de quoi que ce soit, pour apprendre à chasser plus tard des souris. Nous, enfants, on joue à faire comme si, c'est toute la théorie du darwinisme littéraire, avec des gens comme Jonathan Gottschall et son livre très intéressant qui s'appelle The Storytelling Animal, je ne sais pas comment il a été traduit en français. Donc le darwinisme littéraire nous dit l'enfant invente des histoires, invente des narrations, invente des scénarios pour préparer les choses qu'il fera quand il sera adulte. Les mythes, les légendes, les veillées au coin du feu nous fascinent, les narrations nous fascinent, parce que ce sont en fait des modalités qui nous permettent de résoudre les conflits à l'intérieur de la société. Un peu comme l'acte sexuel chez les bonobos sert à calmer les singes, bah nous, c'est pas seulement par l'acte sexuel, ça l'est aussi, mais plutôt pas en société. Mais en société, notre forme d'acte sexuel pour apaiser les tensions et remettre de l'harmonie dans la vie sociale, c'est de raconter des histoires. Donc c'est ça qu'on fait avec le tarot. On prend un générateur d'histoires. J'ai souvent dit le tarot est un livre qui ne raconte jamais deux fois la même histoire. Mon professeur Racine, Alexandre Jodorowsky, disait c'est un livre sans reliure. Mais si c'est un livre sans reliure, par définition, ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne raconte jamais deux fois la même histoire. Donc on a un livre infini. Hein, et donc c'est un générateur de créativité, ou je dirais plutôt quelque chose qui nous réconcilie avec cette créativité fondamentale qui est la nôtre, puisqu'il a bien fallu que quelqu'un invente toutes les histoires qui existent dans le monde. L'humain, par excellence, est créatif, créative. Au moment où je cesse d'être créatif, créative, je m'exile de mon humanité, en fait. Donc nous, on vit dans une époque qui nous impose la culture avec un C majuscule comme un monument intouchable dont il faut s'approcher avec des précautions infinies et où seule l'excellence absolue est acceptable. L'excellence, c'est merveilleux, c'est bouleversant, mais ça n'a rien à voir avec la créativité. La créativité, c'est un processus ludique d'essai et d'erreur qui va systématiquement générer du déchet et des merveilles. Donc si on est d'accord pour que du déchet soit généré, et dans une lecture de tarot par exemple, il y a toujours des choses qui ne vont pas résonner pour la personne à qui on lit. Et alors ? Enfin, où est le problème ? Un enfant qui joue s'en fiche complètement d'avoir un objet qui tombe ou que son château de sable s'effondre, et puis s'il fait une tache, l'accident, sur son papier, l'accident va devenir, et c'est la technique de beaucoup de peintres et dessinateurs, enfin c'est une technique très connue, l'accident devient un générateur d'une forme future. Donc c'est renouer avec ce processus d'enthousiasme esthétique, de questionnement sincère et d'acceptation de l'essai et de l'erreur. Et ça, en soi, pour beaucoup de gens, en fait, c'est déjà extraordinairement thérapeutique. Un des grands amis spirituels que j'ai eu la chance de rencontrer dans cette existence était un enseignant, on pourrait dire chamanique, mais qui venait quand même d'une école soufie. Une partie de son apprentissage avait été dans l'école du soufisme, qui s'appelait Louis Sansa. Et Louis Sansa citait très souvent à propos justement du chamanisme, de ce qu'il appelait le faux chamanisme, le chamanisme folklorique, le chamanisme des gens qui prennent beaucoup de psychédéliques naturels pour avoir des visions comme ça, mais où en fait on leur vend une potion magique, c'est tout quoi. Donc Louis Sansa citait très souvent cette formule soufie, si la fausse monnaie existe, c'est parce que la vraie monnaie existe. Moi j'ai la croyance, même la certitude, que le tarot, pour des raisons que j'ai pas fini d'explorer, mais au moins en raison de son origine culturelle, qui est la Renaissance, que le tarot est un affluent des grandes voies spirituelles et probablement un témoin, entre autres, de l'ésotérisme chrétien. Et que donc, en tant que tel, même si c'est un simple jeu, il a ramassé dans les plis de sa robe, on pourrait dire, des éléments de sagesse qu'on peut ensuite compléter en fait avec l'enseignement de M. Gurdjieff, avec l'enseignement d'Arnaud Desjardins, parce qu'au fond, comme disait Gurdjieff, plus on s'approche, plus les rayons s'approchent du centre du soleil, c'est-à-dire plus les écoles s'approchent
de la réalité et plus elles sont proches les unes des autres. Si on va là, effectivement, on a l'impression qu'un musulman et un chrétien, ils n'ont rien à se dire. Mais à partir du moment où ils sont très 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 près du centre, ils peuvent se parler par-dessus le centre et dialoguer entre eux. C'est ce qu'on appelle la communion des sages. Donc, pour moi, la plus haute dignité possible du tarot, c'est de le considérer comme un outil de la folle sagesse, comme un Malamati en image, un sage de la voie du blâme, comme un jeu qui semblait s'opposer à l'Église, qui l'a beaucoup critiqué évidemment tout au long de son existence. Encore aujourd'hui, l'Opus Dei en Amérique latine dit que lire le tarot, c'est une activité, un péché, etc., etc. Enfin bon, toutes ces choses malheureusement qui témoignent d'une incompréhension profonde de ce qu'est réellement le tarot. Et en fait, tout du long, le tarot était un allié du christianisme ésotérique, de la voie spirituelle, du travail sur soi, de la psychologie des profondeurs, etc. Donc ça, moi, c'est l'approche que j'en ai. Je la revendique pour moi, mais je veux l'imposer à personne. Je crois qu'il y a des gens qui sont véritablement médiums et qui ont la capacité de voir le futur. Je ne suis pas sûre que ce soit une activité qui soit forcément utile à l'autre. Moi, personnellement, en tant que cliente, je n'accepterai pas que quelqu'un me dise de quoi sera fait mon futur si j'avais pas la certitude que ce quelqu'un est en fait un sage ou un saint. C'est-à-dire quelqu'un qui dépasse ma capacité d'aimer et ma capacité d'être de beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur. Bon, ça, c'est ma position personnelle. Après, on vit dans une époque baroque. D'ailleurs, le tarot de Marseille en tant que tel est littéralement un enfant du baroque historique. Une époque baroque au sens où elle est, comme c'est une époque où tout se réfléchit dans des centaines de milliers de miroirs. Aujourd'hui, c'est plus des miroirs, c'est des caméras, mais c'est la même chose, et où on vit dans une profusion d'images. Donc, évidemment que notre époque baroque reconnaît le tarot comme étant un outil qui lui correspond. Et donc, il suffit d'aller sur Instagram et de taper le tarot comme mot-clé. Vous allez voir une quantité de fadaises. Le tarot se prête avec une bienveillance infinie à tout et n'importe quoi. Et là où c'est merveilleux d'une certaine manière, c'est que si vous donnez un tarot à un enfant de 6 ans et que vous lui dites « raconte-moi ce que tu vois », mais même à un enfant plus petit, j'ai une filleule à Barcelone qui est la fille d'une merveilleuse comédienne et chanteuse argentine qui est aussi une lectrice de tarot, et sa petite qui a 4 ans, elle prend les cartes et elle raconte des histoires à propos des cartes qui sont d'une poésie, d'une beauté extraordinaire. Donc évidemment que n'importe quelle personne qui a envie de se filmer sur Instagram en train de raconter n'importe quoi à propos du tarot va réussir à babiller des choses qui seront peut-être merveilleuses, peut-être sans aucun intérêt. Ça, c'est à chacun qu'il appartient d'en juger. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir que la fausse monnaie existe parce que la vraie existe. Si quelqu'un cherche un enseignement cohérent autour du tarot, c'est-à-dire à permettre que le tarot puisse vraiment répondre à nos questions et soit pas seulement un jeu éphémère, un jeu qui apparaît et qui disparaît, mais qui devienne une sorte de fil rouge dans nos vies, un fil conducteur, qui nous permette peut-être de rassembler un chapelet paradoxal, hein, puisque c'est cette métaphore du fil qui unit les perles dans le chapelet. Dans le tarot, les cartes sont unies par un fil invisible. Donc ce n'est pas les cartes individuelles qui nous intéressent, c'est le fil qui les unit. Le pourquoi ce jeu a duré si longtemps, le pourquoi il a fasciné un certain nombre de philosophes, d'ésotéristes, de mages, de magiciens, de sages et d'artistes. Alors si on veut avoir accès à ce fil invisible-là, eh ben, tous les moyens sont bons, je dirais. Vive le tarot sur Instagram, vive la divination, vive le tarot par téléphone, tant que ces pratiques ne font de mal à personne. Hein, c'est comme pour la médecine. D'abord, ne pas nuire.